ouverte. Certains qui sont arrivés très tôt peuvent s'étonner de l'heure tardive à laquelle nous commençons, mais en réalité, je commence par cela, cette réunion a été annoncée sur Radio Courtoisie en l'annonçant à 9h. Donc, nous avons, pour ceux qui avaient l'invitation auparavant, qui disaient 8h30, eh bien, nous vous prions de nous excuser. Nous avons voulu attendre que tout le monde soit là. Alors, il me revient, ça commence à devenir une habitude, d'ouvrir la séance, puisque c'était déjà le cas lors de notre réunion à l'Assemblée nationale. Je ne dirais pas de chauffer la salle, car ça n'est pas l'esprit de ce forum. Ce forum qui d'ailleurs est assez différent du précédent à l'Assemblée nationale. Nous avions plusieurs parlementaires, nous avions 300 personnes, nous étions dans un lieu prestigieux. L'objectif était de donner un signal à nos amis britanniques qui votent en ce moment pour leur indépendance. Aujourd'hui, le format est différent et plus restreint, le fichier que nous avons contacté est plus restreint lui aussi, plus sérieux. L'objectif est une réflexion sur l'indépendance dont Roland Hureau a eu l'initiative. Et il se trouve que nos deux réunions ont eu le 6 juin et le 18 juin. Je dis il se trouve parce qu'à l'origine, nous n'avions pas le fétichisme des dates. Mais nous avions commencé par réfléchir à un certain nombre de salles et elles n'étaient libres pour l'Assemblée nationale que le 6 juin et l'autre que le 18 juin. Ce n'est donc pas nous, c'est la Providence qui nous fait nous réunir sur l'indépendance le 18 juin, après nous être réunis le 6 juin sur la conquête de la liberté par l'Angleterre. Voilà, j'en ai terminé. Si, merci d'être présents. Vous êtes matinaux ou insomniaques un samedi et vous avez décidé de venir nous écouter et discuter, poser des questions, apporter vos réflexions sur ce sujet, l'indépendance. Comme le programme l'indique, avec un titre un peu ronflant, j'ai décidé d'introduire ce colloque parce que j'ai appelé une sémantique de l'indépendance. C'est-à-dire, j'ai décidé de vous parler des mots. Les mots sont des armes, vous le savez, des armes pour nos adversaires, contre nous, mais aussi ce sont des armes pour nous, contre nos adversaires. Mais les mots, ce sont aussi des concepts, c'est un contenu, c'est une philosophie. C'est sur ces deux aspects des choses que je voudrais introduire ce colloque. Il s'agit de parler juste, il s'agit de penser juste. Nous allons maintenant donc réfléchir un peu sur les mots de l'indépendance. Le combat des mots, la pensée des mots. Indépendance. C'est le mot central qu'a choisi Roland Hureau pour ce colloque. À la vérité, depuis plusieurs lustres, beaucoup d'eau a passé sous les ponts du point de vue de l'indépendance. En 1998, lorsqu'avec quelques amis, et notamment Roland Hureau, j'ai lancé l'Alliance pour la souveraineté de la France, nous nous sommes dit, si l'on dit la France n'est plus indépendante, on va paraître complètement farfelu. Si nous réclamons l'indépendance, nous allons paraître comme des doctrinaires, et on a donc dit, il vaut mieux employer le terme de souveraineté. C'est ainsi que ce mot souverainiste, qui vous paraît tout naturel, ce mot souverainiste n'existait pas en France avant 1998. C'est le mouvement que j'ai lancé, avec quelques autres, quelques intellectuels, tous ceux que nous avons réunis. Nous avons lancé le terme de souverainisme, que nous avons importé du Québec. Le Québec avait lui aussi eu un mouvement indépendantiste. Et à un moment donné, René Lévesque s'est dit, il faut changer un petit peu, c'est trop radical, et il a lancé le thème de la souveraineté association au sein du Canada. Il s'agissait donc d'adoucir le mot indépendance pour passer plus facilement la rampe des médias, pour être plus facilement compris. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on peut parler d'indépendance, de reconquête de l'indépendance, de notre perte d'indépendance, en paraissant tout à fait raisonnable. Mais si j'évoque ce terme de souveraineté, c'est pour l'opposer
opposé à indépendance. Qu'est-ce que l'indépendance? L'indépendance, c'est la capacité à agir, à penser. C'est la liberté. C'est la liberté. Dans les quelques mots de présentation, Roland Huros a déjà employé aussi le terme de liberté. Mais quand on a dit liberté, on a dit l'essentiel, mais on n'a pas tout dit. L'indépendance, c'est la capacité à agir, à penser selon sa libre volonté, mais j'aurais tendance à dire à agir, la capacité instantanée. En réalité, dès qu'on s'associe, on n'est plus tout à fait indépendant. C'est évident dans une fédération, c'est évident dans une confédération. Mais c'est vrai aussi de tout engagement, de toute alliance. Lorsqu'on est dans l'OTAN, mais lorsqu'on est dans la triple entente, lorsqu'on signe l'alliance franco-russe, je suis historien spécialiste du XIXe siècle, donc mes exemples en sont fortement marqués, on perd son indépendance, puisqu'on s'engage à entrer en guerre ou à aider son allié dans un cas précis. Donc dans le cas précis, sauf à rompre son engagement, on n'est plus indépendant, on est obligé d'agir. C'est la raison pour laquelle, au XIXe siècle, l'Angleterre se refusait à tout engagement. C'est ce qu'on appelait le splendide isolement. Le splendide isolement, ça n'est pas l'isolationnisme. C'est simplement le fait que l'Angleterre disait c'est le moment venu où je déciderai si l'intérêt de l'Angleterre est d'entrer en guerre, de soutenir, de faire une action diplomatique. Je ne m'engage pas à l'avance. Donc en réalité, dans un monde comme le nôtre, où l'on fait partie d'organisations internationales, où l'on signe des chartes, des déclarations, on n'est jamais totalement indépendant. Il faut donc, je pense, c'est la première idée que je voudrais vous donner au début de cette matinée, raisonner non pas en termes d'indépendance ou d'absence d'indépendance dans un raisonnement binaire, mais dans le degré d'indépendance dans lequel on se trouve. Ou plus exactement, le degré d'indépendance dans lequel on veut se trouver. Et c'est là que je fais intervenir la souveraineté. La souveraineté, en réalité, ça n'est pas l'indépendance. Je sais que Roland Huros a eu un coup de fil avec Marie-France Garot sur ce sujet, où ils ont débattu. La souveraineté, je la distinguerai de l'indépendance en disant que c'est la capacité à être indépendant. C'est-à-dire que dans ce degré de dépendance ou d'indépendance que je viens d'évoquer, parce qu'on a signé des alliances, parce qu'on est dans une association, dans une confédération, on reste souverain tant que l'on peut redevenir indépendant. Si l'association, si l'alliance dans laquelle on se trouve est irréversible, on n'est bien sûr pas indépendant, mais on n'est plus souverain. Et en revanche, si l'on est dans une association réversible, on garde sa souveraineté tout en n'étant pas indépendant. Alors vous avez compris où j'en arrive. Nous sommes dans l'Union européenne. Par le fait même que des engagements que nous avons pris, nous ne sommes plus indépendants, c'est même le fondement de la chose. Le point de départ, perte d'indépendance pour être dans un ensemble plus vaste. Mais depuis le traité de Lisbonne, et le débat en Angleterre aujourd'hui nous le montre, tant que nous sommes dans la capacité de sortir de l'Union européenne, nous restons souverains. Indépendance, souveraineté, deux choses différentes. Indépendance, dépendance. Dépendance, c'est aussi dans le programme. Alors c'est presque une nouveauté là de parler de dépendance, parce qu'en réalité, jusqu'ici, nous n'avons pas utilisé le terme la dépendance, parce que quand on parle, c'est difficile de se faire comprendre à une oreille un peu distraite, la dépendance ou l'indépendance. Quand on dit la dépendance est mauvaise, pour la France, certains peuvent entendre l'indépendance. Toutefois, l'usage du mot est très intéressant. C'est riche d'enseignements. La dépendance. Quand parle-t-on de dépendance? Eh bien, on en parle aux deux extrêmes de la vie. L'aide personnalisée à l'autonomie
pour les personnes âgées, vise à maintenir le plus longtemps possible leur indépendance, leur autonomie, éviter la dépendance. Ah, la dépendance, pour un individu, c'est la vieillesse, enfin c'est la catastrophe. Mais la dépendance, c'est aussi la situation du petit bébé qui ne peut pas vivre sans téter ou sans avoir son biberon. C'est le petit garçon qui ne peut pas vivre sans les revenus de ses parents, etc. Donc jusqu'à l'adolescence, on est dépendant de sa famille, de ses parents. Et qu'est-ce que rêve, de quoi rêve l'enfant, l'adolescent? Eh bien, de l'émancipation. L'émancipation, l'indépendance, la fin de la dépendance. Aux deux extrêmes de la vie, il y a peut-être une nécessité d'être dépendant d'une maison de retraite, être dépendant de ses parents. Mais il y a quand même un rêve, devenir indépendant, ou rester indépendant, devenir autonome, rester autonome. Il en est de même, logiquement, des peuples. Mais il y a un autre, continuons à réfléchir sur dépendance. La dépendance, ça n'est pas seulement ce que je viens d'évoquer. C'est par un anglicisme que je rejette, mais que j'utiliserai ici par commodité, l'addiction. La dépendance par rapport à l'alcool. La dépendance par rapport au tabac. La dépendance, pas l'indépendance. La dépendance par rapport à l'alcool, par rapport au tabac. Par rapport à des habitudes. La dépendance dans une secte. On pourrait même dire la dépendance par rapport à une idéologie. C'est la dépendance, ça n'est pas seulement l'incapacité à être indépendant du point de vue objectif, physique, c'est aussi éventuellement l'asservissement de la volonté. Asservissement de la volonté. Un asservissement, une soumission qui peut être inconscient. Ainsi donc j'en arrive à une deuxième idée. Pour l'indépendance, qui est souhaitable pour le jeune enfant, pour la personne âgée, pour celui qui est dépendant de l'alcool ou d'une drogue, cette dépendance suppose, cette indépendance suppose une volonté, mais suppose aussi des moyens. Et de ce point de vue, le défaut du souverainisme, c'est de faire comme si toutes les nations étaient égales. Comme si telle ou telle petite île du Pacifique, c'était la même chose que la France. Il y a des moyens qui sont nécessaires pour que l'indépendance soit possible et même soit souhaitable. La France, de ce point de vue, à la différence de telle ou telle de ses régions, de telle ou telle de ses départements, à la différence de telle ou telle autre nation dans le monde, a la capacité objective, a les moyens de son indépendance. Il reste la volonté. Eh bien, puisque j'ai employé le terme addiction, réemployons-le. Il existe, semble-t-il, une addiction à l'européisme, une addiction à l'Union européenne. Chez certains, chez beaucoup, on a du mal à s'extraire de cette pensée dominante, de cette idéologie dominante, on le voit en Angleterre en ce moment. Dépendance. Ah oui, il y a un exemple que je n'ai pas pris. La décolonisation. Les peuples qui ont été soumis aux pays européens ont aspiré à l'indépendance. Cela m'amène à un troisième thème. Le premier thème, c'était indépendance-souveraineté. Le deuxième, c'était dépendance-indépendance. Le troisième, c'est celui de la mondialisation. On nous présente la mondialisation comme étant une nouveauté extraordinaire. Eh bien, moi qui suis historien, je vous réponds, moi non. La mondialisation, ça date de Christophe Colomb. Ça n'est pas nouveau.
il y a une première mondialisation, à l'époque de Christophe Colomb, au XVIe, XVIIe siècle, l'époque de la recherche des épices, les nouveaux mondes, la découverte de l'Amérique. Et puis il y a une première décolonisation, celle des États-Unis, celle de l'ensemble des colonies espagnoles et portugaises d'Amérique, la perte par la France du Canada et des Indes. Une première démondialisation, si vous me permettez cette expression. Et puis après, une deuxième vague de colonisation à la fin du XIXe siècle, donc une deuxième vague de mondialisation. Et puis une deuxième décolonisation dans les années 50-60. Nous en sommes donc à la troisième mondialisation. Est-ce que c'est une troisième colonisation? Ça n'est pas l'objet de cette conférence introductive de répondre à cette question. Disons seulement que la décolonisation n'est pas un repli sur soi. C'est ce dont on accuse les souverainistes. C'est d'être mu par une volonté de repli, par une peur. Lorsque l'Indochine, l'Algérie, l'Afrique a acquis son indépendance, on n'a pas dit les Algériens, les Vietnamiens se replient sur eux-mêmes. Quel était l'objectif? C'était au contraire de s'ouvrir au monde. Un simple exemple. Ne prenons pas ceux que j'ai déjà cités, prenons le Cambodge, prenons la Tunisie, prenons le Maroc. Ce sont des protectorats. Pas tout à fait des colonies, ce sont des protectorats. Quelle est la particularité du protectorat? C'est que la politique étrangère et de défense de l'État concerné est assurée par la puissance protectrice, par la métropole. L'indépendance pour ces pays a donc consisté à retrouver une politique étrangère, à retrouver une politique de défense, à s'ouvrir au monde, à ne plus avoir entre le monde et eux l'écran de la puissance coloniale. Eh bien oui, l'Union européenne, pour nous, c'est la même chose en matière de politique étrangère, de défense, de négociation commerciale. C'est une dépendance et la volonté de retrouver son indépendance, c'est la volonté d'ouverture au monde, la volonté de pouvoir négocier soi-même avec l'ensemble du monde, c'est vouloir supprimer l'écran européen, mais il y en a bien d'autres, de supprimer le carcan. Ainsi donc, on ne peut pas accuser les partisans de l'indépendance d'avoir peur. Qui a peur? Ceux qui disent nous sommes tout seuls, nous ne pouvons pas affronter ce vaste monde. Tout seuls, nous ne pouvons pas affronter la mondialisation. Il faut absolument nous protéger avec les Américains. Il faut absolument nous unir. Se réfugier sous les jupes de Bruxelles ou sous les jupes de Washington, ça n'est pas le courage, c'est la peur. Ce sont les opposants, ceux qui refusent l'indépendance de la France et des autres pays, qui ont peur. Les Français qui souhaitent l'indépendance, qui veulent regarder vers le grand large, n'ont pas peur des tempêtes, n'ont pas peur de ce grand large, n'ont pas peur de la mondialisation. Cette mondialisation, elle devrait aussi nous faire réfléchir sur cette accusation d'être passéiste. Car qu'est-ce que la mondialisation, si ce n'est la mise en pratique au quotidien et dans tous les domaines de cette formule, le village planétaire? C'est l'abolition des distances. C'est l'abolition des distances. C'est l'abolition du privilège de voisinage. Ainsi donc, aujourd'hui, raisonner comme s'il fallait s'entendre uniquement avec ses voisins, c'est archaïque. On peut aujourd'hui, comme Renault, s'associer avec une entreprise des antipodes, Renault-Nissan. Il ne faut pas raisonner en termes d'identité entre voisins, mais à l'échelle du monde,
en termes de complémentarité. Je crois que dans le discours, on parle toujours, aujourd'hui, dans tous les domaines, y compris dans la famille, etc., d'identité qu'on oppose à différence, et on oublie cette notion qui les réunit, qui est la complémentarité. Alors j'en terminerai avec un dernier mot, le populisme. On nous oppose, à nous qui nous sommes qualifiés souverainistes, ce terme de populiste. Vous êtes des populistes, et dans l'ensemble de l'Europe, on parle des populistes. Alors, pour ceux qui parlent de populisme, populisme, ça évoque populace. Ça évoque des gens qui sont des démagogues. Évidemment, beaucoup, et notamment pour ceux qui viennent de Radio Courtoisie, Henri Lesquin était de ceux qui ont lancé le terme populiste en disant on n'a pas à avoir honte. Populiste, ça veut dire peuple, ça veut dire nation, souveraineté du peuple. Mais quand même, du point de vue de nos adversaires, quand ils nous traitent de populistes, ça veut dire nous sommes ceux qui savent, et il y a ceux qui jouent sur l'ignorance des autres, sur les peurs, et sur l'ignorance surtout. Il y a d'un côté ceux qui savent, d'ailleurs, regardez bien systématiquement dans les sondages, on dit toujours « Ah oui, mais alors là, ce sont les illettrés qui sont pour le Brexit, ce sont les illettrés qui sont pour la souveraineté. » On essaye de comparer le niveau d'instruction, le niveau d'éducation. Eh bien, à cela, je répondrai, puisque nous sommes dans une maison d'ingénieurs catholiques. Une phrase, ce que tu as caché aux sages et aux habiles, tu l'as révélé aux tout petits. Aux tout petits, à ceux qui ne sont pas sages. Alors évidemment, je n'appliquerai pas cela, cette phrase de l'Évangile, à la souveraineté. Elle s'applique à quelque chose de bien plus important. Mais cela veut simplement dire qu'il y a des choses que les sages ne voient pas. Et il y a des choses que les tout-petits voient. Alors, populiste, peut-être, mais si le peuple voit ce que les sages, ce que les savants ne savent pas, eh bien, ne nous en plaignons pas. Alors, pour ne pas terminer sur une note religieuse, cléricale, non laïque, je ferai allusion à ce moment-là à Descartes ou à Bergson. Le bon sens. C'est une question de bon sens que la question de l'indépendance, que tout homme bien constitué voit. Et puis il y a ceux qui ont le voile de la science, des habitudes, de l'idéologie, ceux qu'on appelle les savants ou les lettrés. Et donc, je placerai cette matinée sous le signe du bon sens. Nous n'allons pas opposer une idéologie à une autre idéologie, des présupposés à d'autres présupposés. Nous allons pratiquer le bon sens. Le bon sens, qu'est-ce que c'est? C'est voir les réalités en face, sans prisme déformant, et c'est en tirer les conséquences, sans préjugés. C'est ce que nous allons tenter de faire avec les orateurs que Roland Hureau a réunis pour nous ce matin. Nous avons réuni. Merci Francis Choiseul.